Salut la compagnie, c'est Jules Melon et aujourd'hui dans la Ciné Critique, ça y est, on est vraiment dans les derniers jours précédant Halloween et comme il est de tradition chaque année sur ma chaîne, je vais explorer divers horizons de l'horreur au sens large et ici on va se concentrer sur une œuvre un peu gothique sortie en 1964 et réalisée par le regretté Roger Corman, histoire donc de lui rendre encore un petit hommage avec l'une de ses œuvres les plus connues au fond. Le Masque de la Mort Rouge, ou en version originale, The Mask of the Red Death, adapté d'une nouvelle très courte d'Edgar Allan Poe, très courte mais très intense. Mais il y a d'autres emprunts, peut-être un peu à Shakespeare, j'y reviendrai, mais aussi à un autre écrit moins connu d'Edgar Allan Poe qui est fort sympathique, Hop Frog, avec le personnage du nain qu'on voit là. Bon, petite intrigue parallèle d'ailleurs, mais qui rentre dans une globalité. Et au casting, donc, d'une de ces nombreuses adaptations d'Edgar Allan Poe, parce que le monsieur, avant, il avait fait notamment La Chute de la Maison Usher ou La Chambre des Tortures. J'avais beaucoup aimé les deux, d'ailleurs, mais bon, j'en ai jamais parlé sur la chaîne. Bon, qui avons-nous donc dans le rôle principal, comme, disons, 90% des œuvres poesques de Corman, Monsieur Vincent Price. Et on en connaît un qui a beaucoup goûté à ces films durant sa jeunesse, c'est un certain Tim Burton. À ses côtés, nous avons Hazel Court, aussi très habitué de ce cinéma-là à l'époque. Jane Asher, personnage important d'ailleurs, qui sera après dans Deep End, film britannique dont j'ai parlé il y a quelques semaines. D'ailleurs, c'est une coproduction britannico-américaine ici. C'est aussi la présence de John Westbrook, David Weston ou Patrick McGee, voilà, qu'on voit pas beaucoup, mais on le reconnaît. Et du coup, c'est une histoire de huis clos, si on veut, et de contamination, de maladie. Un film qui aurait été difficile à voir, peut-être, durant la période Covid, parce que c'est clairement cela. Disons qu'il y a une maladie qui rôde autour, voilà, dans le village, et qui touche souvent les paysans, surtout, la mort rouge, une sorte de peste, si vous voulez. Et à côté, pour s'en préserver d'une manière ou d'une autre, un prince avec des idées de grandeur absolue, nommé Prospero, d'où la référence à Shakespeare aussi, un peu, règne de main de maître sur ces terres et organise des orgies ou des fêtes, enfin pas des orgies de grandeur, voilà, ça reste soft, attention comme film. Bref, festival de sujets qui sont à sa botte dans sa demeure, où il fait attention de bien sélectionner afin que la mort rouge ne pénètre pas. Évidemment, le film, c'est cette histoire de mort rouge qui va finir par pénétrer. Comment? J'en dis pas plus, mais c'est un petit peu cela. Une mort rouge qui est représentée, voilà, donc par John Westbrook ici, qui était un grand acteur de théâtre et une voix de la radio, ça tombe bien, c'est surtout sa voix qui est mise en avant. Voilà, voilà. Et donc, Prospero, avec cette main de fer, on sent que c'est un impie absolu. Pour lui, il n'y a pas de Dieu. C'est lui le maître. Enfin, il voue un culte à Satan quand même, qui rajoute bien direct pour montrer que c'est voilà, la richesse qui appelle le mal, peut-être. Et un beau jour, il va recueillir une paysanne, qui elle croit en Dieu, elle a une croix, Francesca, et son père et son mari, je crois que oui, son époux, ou jeune époux, ou fiancé, je crois qu'ils sont quand même mariés, mais bon. Et à un moment, cruauté absolue de Prospero, il lui demande à Francesca de choisir entre son père et son époux, mais elle ne peut pas. Bon, après, finalement, tout le monde est mis au cachot et Francesca est récupérée comme une sorte de suivante absolue de Prospero, avec une belle robe blanche, on lui fait prendre un bain, tout ça. Et on se demande d'ailleurs si Prospero n'est pas en train de succomber à cette jeune femme, qui a les cheveux roux. L'idée peut-être d'ensorceler le chef de cet endroit, mais pas du tout. Enfin, c'est un peu détourné les codes ici. Je vous renvoie d'ailleurs à une très bonne vidéo de Demoiselle d'horreur qui avait analysé ce personnage et celui de Lucie de Dracula, parce que Francis Ford Coppola aimait beaucoup Corman, et je pense que ce film-là, entre autres, a pas mal inspiré son Dracula. Mais bon, ça, voilà, vous pourrez retrouver ça sur Internet. Et donc, on va suivre du coup la survie ou non de Prospero et de ses invités, notamment lors d'une célébration, le bal masqué final étant, on va dire, le climax, et autres moments assez oniriques. C'est un film absolument fou, d'ailleurs, quand on y pense pour l'époque. C'est Roger Corman qui se lâche. Il est plutôt vers la fin, ici, de ses adaptations Poe. Je crois qu'il en fera encore une autre derrière, l'IGA. Mais voilà. Et on sent qu'il s'est émancipé de beaucoup de choses.
même s'il a toujours géré l'espace, souvent huis clos, bah, c'est Edgar Allan Poe, quoi, la folie des hommes et tout, et les trucs un peu plus fantastiques ou horrifiques ou de fantômes. Et là, alors c'est pas lui qui fait le scénario, hein, mais il s'adapte super bien à ce qu'on lui propose, avec ses touches très tragiques et très questionnant la société. Donc Edgar Allan Poe, certes, mais donc Shakespeare jusqu'à Prospero, mais ça c'est Edgar Allan Poe, qui lui-même peut-être est inspiré par Shakespeare, parce que le personnage dans la nouvelle s'appelle ainsi. Cette idée de grandeur hein, aussi, hein, la tempête hein, de Shakespeare, hein, une des meilleures pièces hein, pour moi de Shakespeare d'ailleurs. Et il y a aussi un petit côté Hamlet à un moment, avec ses dagues empoisonnées, enfin j'ai ressenti ça, c'est très vague, hein. C'est juste que ce sont des tropes qui sont forcément intégrés déjà dans la littérature Edgar Allan Poe lui-même, mais aussi dans certaines adaptations. Et ce qui est intéressant, c'est un peu l'idée du héros Thanatos, là, parce que la mort rôde, mais la mort va-t-elle ou pas se transformer en tant que telle, par le truchement de Francesca, qui est une pauvre paysanne qui est prise de force, mais dont Prospero semble s'enticher comme ça, et ça peut le mener à sa perte. Mais elle demande juste une chose, c'est de partir, d'être libérée, et de libérer son père et son compagnon. Mais est-ce que tout le monde va survivre? C'est pas évident. Surtout que quand la mort rouge arrive, le rouge se met et s'installe. Donc évidemment, tout le symbole des couleurs est là. Alors il n'y a pas que le rouge, hein. Il y a tout un florilège, notamment dans le bal final, où le rouge est censé être interdit, mais ça m'amuse quand Prospero dit ça, parce qu'il y en a quand même qui portent un peu le rouge sur eux, mais pas trop quand même. Voilà. Mais oui, le rouge, donc symbole de cette maladie qui transforme tout en rouge, y compris la rose au départ, mais qui peut libérer aussi, la mort libératrice ou non. C'est intéressant de voir cette interaction au début du film entre cette vieille dame et donc la personnification de la mort rouge. Tout de rouge vêtu, magnifique hein, d'ailleurs. Là aussi, ça ressort bien sur la photographie. Et la rouge qui représente le désir aussi, l'amour, et ces effusions de liberté voulue. Tout simplement de tenter de vivre malgré tout dans un univers qui est particulièrement compliqué. Et voilà, il y a plein de choses qui sont passionnantes à voir et à analyser ici, que ce soit bon, sur l'architecture des lieux, sur les costumes, bien évidemment, tout a un sens, tu le sens, parce qu'il y a un matériau de base extraordinaire. Edgar Allan Poe, c'est un peu le maître de cette ambiance-là, donc c'est parfait vraiment pour Halloween, ça. Vous pouvez faire une petite série d'autres hein, de Corman. Je crois qu'il y en a certains sur Shadows où il y en a eu, je ne sais pas, je crois que celui-ci n'y est pas, en tout cas il y fut. Voilà. Et c'est passionnant de le redécouvrir sur le tard, parce qu'en fait je pensais vraiment le voir pour la première fois, celui-ci, mais en le voyant je me dis je l'ai déjà vu. Il y a un petit moment je l'ai déjà vu. Je savais que de Corman j'avais vu, donc Corman Poe en tout cas, j'avais vu ce que j'ai cité plus tôt déjà, Chute de la maison Usher, ou excellent La chambre des tortures. Bon, j'ai vu d'autres œuvres de Corman et tout. Mais là ouais, en le voyant là, je me dis premier visionnage vraiment conscient du coup, mais bon, c'est pas vraiment une découverte. C'est brillant, et surtout le fait qu'il, donc je le disais, lui-même s'émancipe de certains codes en fait. Il peut en détourner bien sûr, il y a une forme de modernité pour les années 60, 64, ici. Et l'intégration aussi de moments assez oniriques, tout ce qui tourne autour du rituel satanique à un moment d'une femme, là, j'ai plus le nom de la dame d'ailleurs en tête, mais bon, je crois que c'est Juliana, bah oui, ce personnage à Aisoncourt, ce truc de superposition un peu quasi vaudou presque, enfin on sait pas trop, mais bon, c'est visuellement assez incroyable pour cette période-là de l'histoire du cinéma, même si, attention, vous allez me dire, oui, il y a déjà eu ce genre de choses, même dans le cinéma, l'expressionnisme allemand, ou même le cinéma muet américain, mais justement, ils repuisent cela pour réinjecter quelque chose dans un univers qui, dans les années 60, finalement, surprenait, sûrement. Et cette fin, mais qui est extraordinaire, tout l'acte final du bal masqué, les dialogues, etc., la façon dont la mort rouge pénètre et peut-être révèle à Prospero certaines choses d'une manière ou d'une autre, c'est exquis. C'est exquis et on voit que l'écriture du film, tant que telle, on s'en rend pas forcément compte. Ça déroule et tout, ça peut faire un peu désuet par moment, mais arrivé au bout, bah, tout fait sens. Et avec peu de choses au final, avec une approche assez classique, eh bien Corman arrive à mettre sa patte, arrive à oser faire des choses en plus, et on arrive avec une œuvre maîtrisée. C'est peut-être son meilleur en fait de ce que j'ai vu, hein. Au niveau adaptation j'allais dire de Lovecraft. Oui, il a presque adapté Lovecraft aussi, il me semble, à un moment. C'est un mec qui s'appelle Arkham, il me semble qu'il y a aussi du Lovecraft dedans, enfin je le vois celui-là. Mais ouais, de Poe, c'est peut-être sa meilleure, enfin de ce que j'ai vu, du coup. Même si La chambre des tortures,
Après, la chute de la maison Usher aussi, sympa. Hein. Bon, voilà. Et c'est vraiment bien à voir ou à revoir, franchement. Avec cette musique aussi d'époque et tout. Il y a ces ambiances un peu extérieures, là, autour du village ou des paysans. Et avec la cruauté de Prospero qui va avec, qui me rappelle un peu le film russe Vij, ou Vi, je ne sais plus comment on prononce, dont j'ai parlé il y a peut-être 2 ans sur la chaîne, ça s'écrit V-I-Y, vous cherchez sur ma chaîne ça, vous le trouverez. Mais c'est parce que, alors je ne sais pas qui a inspiré qui, parce que du coup je crois que Vij c'est sorti après, c'est adapté d'un écrit de Gogol pour le coup, et c'est plus axé sur la sorcellerie, mais voilà. Ces ambiances-là, atmosphériques, gothico-horrifiques, que j'apprécie bien, et que j'aime bien me refaire, donc une fois l'automne arrivé. Bref, n'hésitez pas à dire en commentaire ce que vous pensez de ce film en particulier, des adaptations d'Edgar Allan Poe par Roger Corman, votre préféré peut-être, du cinéma de Corman aussi, hein. On y pense, il n'a pas fait que des adaptations d'Edgar Allan Poe, loin de là, bien sûr. Il a même fait des films très politiques, dont un qu'on a évoqué avec l'ami Thierry l'année dernière, The Intruder. Et voilà, bref, à vous la parole. Hein, et pensez aussi à tous aux fanatiques d'Edgar Allan Poe, parce que la lecture pour Halloween aussi, c'est bien. Voilà, c'est bien. C'est très très bien. Allez, je vous dis à la prochaine. Ciao.